Travaillant comme cuisinière au buffet du mariage, la femme est restée paralysée en voyant le marié millionnaire dans la cuisine. C'était son mari, qu'elle croyait mort. Elle a couru dans la salle et... Le réveil sonna à 5 heures du matin dans le petit appartement de Belleville. Claire Morel ouvrit les yeux d'un coup, comme chaque matin depuis 3 ans et demi. Pas le temps de traîner au lit, pas le temps de se plaindre. Sa fille Élise dormait encore dans la chambre d'à côté. Et Claire avait appris à chérir ces quelques minutes de silence avant que la journée ne commence. Elle se leva sans bruit, pieds nus sur le parquet froid. L'appartement était petit mais propre, décoré avec ce qu'elle avait pu sauver de leur ancienne vie. Sur la commode, une photo d'Antoine souriait encore, figée dans un bonheur qui n'existait plus. Claire détourna le regard, comme elle le faisait chaque matin. Dans la cuisine, elle prépara son café noir et celui d'Élise, qu'elle transformait en chocolat chaud avec une généreuse dose de poudre cacaotée. C'était leur petit rituel du matin, l'un des rares moments où Claire pouvait encore se sentir mère avant de redevenir une machine à travailler. « Maman !» La voix endormie d'Élise la fit se retourner. Sa fille de 8 ans se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, serrant contre elle son doudou éléphant râpé. « Bonjour ma puce, ton chocolat est prêt. » Élise s'installa à la petite table de la cuisine. Encore à moitié endormie, Claire observa sa fille en silence. Elle avait les yeux d'Antoine, ses yeux bleus qui autrefois la faisaient infondre. Maintenant, il lui rappelait seulement tout ce qu'elle avait perdu. « Maman, pourquoi tu travailles encore un samedi ?» Claire soupira. Comment expliquer à une enfant de 8 ans que le travail du samedi payait mieux, que chaque euro comptait pour garder cet appartement, pour payer ses vêtements, pour espérer un jour lui offrir autre chose que cette vie de privation ? Parce que c'est un événement très important aujourd'hui, je cuisine pour un grand mariage, comme dans les contes de fées. Exactement comme dans les contes de fées, ma chérie. Si seulement elle savait, pensa Claire amèrement, ce mariage au hôtel du Château Lumière représentait 3 mois de salaire normal, 150 000 € de budget pour une seule soirée, de quoi éponger les dernières dettes qu'Antoine avait laissées derrière lui et peut-être même inscrire Élise dans une meilleure école. Madame Dubois, la voisine du dessus, vint récupérer Élise à 7 heures. C'était leur arrangement depuis 2 ans. Elle gardait la petite les week-ends où Claire travaillait, et Claire lui préparait des plats cuisinés en échange. Sois sage avec Madame Dubois, d'accord ? Ah, promis maman, tu me raconteras le mariage de princesse ce soir. Claire embrassa sa fille sur le front, respirant l'odeur de son shampoing à la pomme. Promis, dans le métro qui l'emmenait vers le 16e arrondissement. Claire repensa à sa vie d'avant. Antoine et elle avaient vécu dans un joli appartement près du Père-Lachaise. Lui travaillait comme comptable pour une grande entreprise. Elle était chef dans un restaurant gastronomique. Ils parlaient de vacances, d'agrandir la famille, d'acheter une maison en banlieue. Tout s'était écroulé ce mardi d'octobre, il y a 3 ans et demi. L'appel de la police, l'accident sur le pont de la Concorde, la voiture retrouvée dans la Seine, quelques affaires personnelles flottant près de l'épave, mais jamais de corps, présumé mort, avaient dit les autorités, présumé mort, comme si cela changeait quelque chose à sa douleur, présumé mort, comme si cela rendait le deuil plus facile à porter. Claire avait tout perdu d'un coup. L'appartement qu'il louait était trop cher pour son seul salaire. Le restaurant où elle travaillait avait fermé 6 mois plus tard. Elle avait dû tout recommencer, accepter des petits boulots, des remplacements, des extras le week-end, mais elle avait tenu bon. Pour Élise, toujours pour Élise. Le métro s'arrêta à Trocadéro. Claire ajusta son sac de couteau sur son épaule et sortit dans l'air frais de Paris. Les rues étaient presque désertes à cette heure-ci. Seuls quelques joggeurs matinaux et les équipes de nettoyage s'activaient. L'hôtel du Château Lumière se dressait devant elle, imposant avec ses façades dorées et ses jardins parfaitement entretenus. Claire avait travaillé dans des endroits chics, mais jamais à ce niveau. Ici, tout respirait le luxe et l'argent. Même l'air semblait plus pur. À l'entrée de service, elle retrouva son équipe. Marco, le chef pâtissier italien qui travaillait avec elle depuis 1 an, et Sylvie, la plus expérimentée d'entre eux, qui connaissait tous les secrets de la haute cuisine française. Alors Claire, prête pour le mariage du siècle, plaisanta Marco en vérifiant ses ustensiles. 150 000 € pour une soirée, tu te rends compte, ajouta Sylvie en secouant la tête. Nous, on se marie avec un budget de 1 000 € et on est content. Claire sourit faiblement. Elle n'avait pas envie de penser au mariage, aux promesses, aux
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sa propre alliance, elle l'avait rangée dans un tiroir après 6 mois de veuvage. Pas par oubli, mais parce qu'elle ne supportait plus le poids de cette promesse brisée, les cuisines de l'hôtel étaient un rêve pour tout chef. Équipement dernier cri, espace immense, ingrédients de première qualité, Claire se mit au travail. Les mains expertes découpant, assaisonnant, dressant. C'était dans ces moments-là qu'elle se sentait encore vivante, quand ses gestes prenaient le dessus sur ses pensées, les canapés au foie gras et aux figues, les verrines de saumon fumé, les petits fours salés. Chaque bouchée devait être parfaite pour cette clientèle habituée au meilleur. Claire travaillait avec la précision d'un horloger. Chaque détail comptait. « Au fait, » dit Sylvie en passant près d'elle, « tu sais qui se marie? Isabelle Fournier, la fille du milliardaire. Son père possède la moitié des grands magasins de Paris. Et le marié, un certain Julien Duret, entrepreneur dans l'immobilier, paraît-il. Un homme qui a réussi, la trentaine, très séduisant d'après ce qu'on dit, le gendre idéal pour une famille comme les Fournier. » Claire hocha la tête distraitement. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'intérêt pour les ragots de la haute société. Ces gens-là vivaient dans un monde différent, où l'argent rendait tout possible, même le bonheur. Vers 11 heures, l'agitation monta d'un cran. Les premiers invités arrivaient pour le cocktail d'accueil. Claire pouvait entendre les rires et les conversations feutrées qui filtraient jusqu'aux cuisines. Le champagne coulait déjà à flots, et elle n'avait même pas encore commencé le service principal. « Allez les filles !» cria le chef de service. « On met le turbo. Les canapés doivent être prêts dans 15 minutes. » Claire accéléra le rythme. Ses mains voltigeant au-dessus des plateaux, dans quelques heures, tout serait terminé. Elle pourrait rentrer chez elle, récupérer Élise, et enfin souffler, peut-être même commander une pizza et regarder un film avec sa fille, comme elle le faisait les soirs où elle n'était pas trop épuisée. Elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer dans les minutes qui suivraient, que tous ses projets, tous ses espoirs, toute sa reconstruction laborieuse allait exploser en quelques secondes, que le passé qu'elle croyait enterré allait ressurgir de la manière la plus brutale qui soit. Pour l'instant, elle n'était qu'une femme qui travaillait dur pour sa fille, préparant des petits fours pour des gens qu'elle ne connaissait pas, dans un monde qui n'était pas le sien, dans la suite présidentielle de l'hôtel du Château Lumière. Julien Duret ajustait sa cravate devant le miroir en pied, le smoking sur mesure, confectionné chez le meilleur tailleur de la rue Saint-Honoré, lui allait parfaitement. 10 000 € pour un costume qu'il ne porterait qu'une fois, mais c'était le prix à payer pour maintenir son image d'homme d'affaires prospère. Il sourit à son reflet. Julien Duret, ce nom lui allait bien maintenant, après 3 ans et demi à le porter. Parfois, il oubliait presque qu'il s'appelait Antoine Bellamy, presque. « Julien, mon chéri, tu es magnifique. » Il se retourna vers Isabelle qui venait d'entrer, radieuse dans sa robe de mariée Dior, 24 ans, des yeux pétillants d'innocence et une fortune familiale qui se comptait en centaines de millions d'euros, la fiancée parfaite pour un homme qui avait besoin de tout recommencer. « Toi aussi, ma belle, tu es éblouissante. » Et c'était vrai. Isabelle était belle, douce, aimante, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Alors pourquoi ressentait-il encore ce vide au creux de l'estomac? Pourquoi pensait-il encore à Claire le matin en se réveillant? « Papa veut te voir avant la cérémonie, » dit Isabelle en s'approchant pour l'embrasser délicatement. « Il dit que c'est important. » Henri Fournier, le patriarche de la famille, l'homme qui avait bâti un empire commercial à partir de rien, un homme redoutable en affaires, mais qui fondait devant sa fille unique, Antoine, avait mis des mois à gagner sa confiance. Présentant minutieusement ses faux documents, ses fausses références, sa fausse réussite, « J'y vais tout de suite. Tu devrais retourner avec tes demoiselles d'honneur. » « Non. »« Oui. » Maman panique déjà pour le maquillage. « À tout à l'heure, mon amour. » Seul dans la suite, Antoine, non, Julien, se laissa aller contre la fenêtre. Paris s'étendait devant lui, magnifique sous le soleil de cette fin de matinée. 3 ans et demi. 3 ans et demi depuis qu'il avait tout quitté, Toulouse, septembre 2021. 6 mois après sa fausse mort, Antoine vivait dans un petit studio miteux, se nourrissant de conserves et planifiant méticuleusement sa nouvelle identité. L'argent volé à Bâtiment Lefebvre et Moreau, 1,1 million d'euros, était planqué dans différents comptes offshore. Mais il devait d'abord survivre, puis renaître. Julien Duret avait vraiment existé. Brièvement, un homme mort dans un accident d'avion en 2019, sans famille, sans traces administratives récentes,
Antoine avait passé des semaines à étudier sa vie, ses origines, construisant une histoire crédible autour de ce fantôme. Les faux papiers avaient coûté 100 000 €. Les pots de vin aux fonctionnaires corrompus, 50 000 de plus. Mais le résultat était parfait. Julien Duret existait officiellement, avec un passé nettoyé et un avenir prometteur. Retour au présent, Julien, Henri Fournier se tenait dans l'embrasure de la porte, imposant dans son costume 3 pièces, 65 ans, des cheveux gris soigneusement peignés, et ce regard perçant qui avait fait trembler tant d'hommes d'affaires. « Monsieur Fournier, vous vouliez me voir ? Appelez-moi Henri. Voyons, nous allons être de la famille dans quelques heures. » Les 2 hommes se serrèrent la main. Antoine avait appris à soutenir le regard d'Henri sans ciller, même si cela lui demandait encore un effort. « Je voulais vous parler en privé avant la cérémonie. » En père à presque gendre. Antoine hocha la tête, attendant la suite. « Isabelle vous aime. Julien, elle vous aime d'un amour pur, total. Je n'ai jamais vu ma fille aussi heureuse qu'avec vous. Moi aussi je l'aime, Henri. Plus que tout. » Le mensonge coulait naturellement de ses lèvres. Il aimait Isabelle, d'une certaine manière, mais pas comme il avait aimé Claire. Pas avec cette passion dévorante qui l'avait fait vibrer pendant des années. Bien. Henri sortit un épais dossier de sa veste. « Alors vous comprendrez pourquoi j'ai fait faire quelques vérifications supplémentaires sur votre passé. » Le sang d'Antoine se glaça. Il gardait pourtant un visage impassible. « Des vérifications. Ne le prenez pas mal, c'est ma fille unique, mon seul héritier. Je me dois d'être prudent. » Henri ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Julien Duret, né le 15 mars 1989 à Lyon, parent décédé dans un accident de voiture en 2010, études de commerce à HEC, diplômé en 2012, premier emploi dans une société de conseil, puis création de votre propre entreprise en 2018. Antoine écoutait, fasciné malgré la peur, son faux passé récité par celui qui aurait pu le démasquer. « Tout semble en ordre, » continua Henri. « Vos références sont excellentes, vos investissements immobiliers judicieux, un parcours exemplaire pour un jeune entrepreneur. Merci Henri, j'espère que... » Il y a juste une chose qui m'intrigue. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Vous n'avez aucune trace numérique avant 2021. Pas de réseaux sociaux, pas de photos, pas d'interviews dans la presse spécialisée. Pour un entrepreneur de votre envergure, c'est inhabituel. Antoine avait préparé cette question. J'ai toujours été très discret. Henri, dans mon métier, la discrétion est un atout. Mes clients apprécient qu'on ne parle pas d'eux dans les journaux. Henri le fixa longuement, puis sourit. Sage politique, j'aime les hommes prudents. Il referma le dossier. Bienvenue dans la famille, Julien. Ils trinquèrent avec le champagne millésimé qu'Henri avait fait monter. Antoine respira enfin. Il avait passé le test. Encore une fois. Au fait, ajouta Henri en reposant sa coupe, j'ai une surprise pour vous deux. Après votre voyage de noces aux Maldives, j'aimerais vous proposer d'intégrer le conseil d'administration de mes entreprises. Isabelle aura besoin d'un homme solide à ses côtés pour reprendre les rênes un jour. Le conseil d'administration, l'accès direct aux finances de l'Empire Fournier, Antoine n'osait y croire. C'était au-delà de ses espérances les plus folles. Henri, je ne sais pas quoi dire. C'est un honneur immense. Vous le méritez. Et puis, Henri baissa la voix. Entre nous, certains membres actuels du conseil commencent à vieillir. Un sang neuf ne fera pas de mal. 1 heure plus tard, Antoine, Julien, se dirigeait vers la grande salle de réception. 400 invités l'attendaient. Tout ce que Paris comptait de personnalités influentes, ministres, grands patrons, aristocrates, stars du show business. Son mariage serait dans tous les magazines People de la semaine. En descendant l'escalier d'honneur, il croisa plusieurs serveurs qui montaient les derniers plateaux de canapé. Il ne leur prêta aucune attention. Concentrée sur son rôle de mariée parfait, dans la cuisine, Claire mettait la dernière main aux amuse-bouches. Elle était loin d'imaginer que l'homme qu'elle avait pleuré pendant 3 ans et demi se trouvait à quelques mètres d'elle. S'apprêtant à épouser une autre femme avec l'argent qu'il avait volé, Antoine vérifia une dernière fois sa tenue dans le miroir du hall. Le smoking impeccable, la boutonnière de gardenia, le sourire de circonstance. Il était prêt à jouer le rôle de sa vie. Monsieur Duret. Le maître de cérémonie s'approcha discrètement. Nous pouvons commencer quand vous le souhaitez. J'arrive. Dans quelques minutes. Il épouserait Isabelle Fournier. Dans quelques minutes.
Il deviendrait officiellement membre de l'une des familles les plus riches de France. Tout ce qu'il avait planifié, espéré, construit sur les ruines de sa vie précédente, allait enfin se concrétiser. Il ne savait pas que le destin avait décidé autrement, que dans les cuisines de cet hôtel luxueux travaillait la seule personne au monde capable de détruire sa nouvelle existence d'un simple regard. Pour l'instant, il n'était que Julien Duret, entrepreneur prospère, fiancé de la plus belle héritière de Paris, et il comptait bien le rester. 13h30, le service du cocktail battait son plein dans les salons dorés de l'hôtel du Château Lumière. Claire essuyait la sueur de son front d'un revers de manche, les mains occupées à dresser les derniers plateaux de canapé. La chaleur des fourneaux, combinée au stress de cet événement prestigieux, la faisait transpirer malgré la climatisation. « Claire, les verrines de saumon pour la table 15 !» cria Marco depuis l'autre bout de la cuisine. « J'arrive !» Elle saisit le plateau d'argent chargé de 12 verrines parfaitement alignées et se dirigea vers la porte battante qui séparait les cuisines du grand salon. C'était toujours le moment qu'elle préférait le moins. Quitter son territoire, ses fourneaux, pour s'aventurer dans le monde feutré des invités. Le salon principal était à couper le souffle. Des lustres en cristal de baccarat illuminaient l'immense pièce aux murs recouverts de soie dorée. Les invités, en tenue d'apparat, évoluaient avec cette élégance naturelle que seuls possèdent ceux qui sont nés dans le luxe. Les femmes portèrent des robes de créateurs et des bijoux qui valaient probablement plus que le salaire annuel de Claire. Les hommes, en costume sur mesure, discutaient affaires entre 2 gorgées de champagne Krug. Claire slalomait discrètement entre les groupes, invisible dans son uniforme de service. Elle avait appris depuis longtemps à se fondre dans le décor lors de ce genre d'événement. Les riches n'aimaient pas être dérangés par la présence trop visible de ceux qui les servaient. La table 15 se trouvait près des grandes baies vitrées donnant sur les jardins. Claire déposa délicatement chaque verrine. Vérifiant que la présentation était parfaite, Madame Dubois avait raison. Elle préparait vraiment un mariage de conte de fées. « Excusez-moi, mademoiselle. » Claire leva les yeux vers une dame d'un certain âge. Élégamment vêtue d'un tailleur Chanel bleu marine. « Oui, madame. Ces verrines sont délicieuses. Mes compliments au chef. »« Merci beaucoup, madame. Je transmettrai. » C'était rare que les invités s'adressent directement au personnel de service. Claire sourit poliment et s'apprêtait à repartir quand elle entendit des éclats de rire masculins venant de l'autre côté du salon. Ces rires, il y avait quelque chose de familier dans ces voix. Quelque chose qui lui donna la chair de poule sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle tourna instinctivement la tête vers la source du bruit. Un groupe d'hommes en smoking se tenait près du bar, levant leur coupe de champagne dans un toast joyeux. L'un d'eux racontait visiblement une anecdote amusante, gesticulant avec animation. Claire ne voyait que son dos, mais sa silhouette lui semblait étrangement familière. La façon dont il bougeait les mains en parlant, cette gestuelle qu'elle avait vue 1000 fois. « Non », murmura-t-elle pour elle-même, « c'est impossible. » L'homme se retourna légèrement pour saisir une autre coupe sur le plateau d'un serveur. Claire ne vit que son profil, mais ce fut suffisant pour que son sang se glace dans ses veines. Ses cheveux châtains légèrement ondulés, cette mâchoire carrée, ce nez droit qu'elle avait embrassé tant de fois. Le plateau glissa de ses mains tremblantes et s'écrasa au sol dans un fracas de porcelaine brisée et de cristal. Les verrines explosèrent en projections roses et argentées sur le marbre blanc. Tout le salon se tut d'un coup, 400 paires d'yeux se tournant vers elle. Mais Claire ne voyait plus rien d'autre que cet homme qui venait de se retourner complètement vers elle, alerté par le bruit. Antoine. Son Antoine. Son mari mort. Son mari dont elle avait pleuré la disparition pendant 3 ans et demi. Son mari qui la regardait maintenant avec des yeux écarquillés de terreur pure. Le monde s'effondra autour d'elle. Les conversations, la musique, les rires, tout devint un bourdonnement sourd et lointain. Elle avait l'impression de tomber dans un puits sans fond, où seul le visage d'Antoine restait net, réel. Impossible. Il était plus mince qu'avant. Bronzé, les cheveux coupés différemment. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait. Mais c'était lui. Ses yeux bleus, sa bouche, la petite cicatrice sur le menton qu'il s'était faite en tombant de vélo à 12 ans. « Madame, madame, ça va ». Quelqu'un la secouait doucement par l'épaule. Claire cligna des yeux et réalisa qu'elle était restée plantée là, au milieu des débris, à fixer Antoine comme si elle voyait un fantôme. Ce qu'elle voyait, en fait, « Excusez-moi », balbutia-t-elle.
Je vais nettoyer. » Elle s'agenouilla et commença machinalement à ramasser les morceaux de porcelaine. Les mains tremblantes, ses doigts saignaient là où les tessons l'avaient coupé, mais elle ne sentait rien. Antoine était vivant. Antoine était là, à quelques mètres d'elle, dans un mariage somptueux, entouré d'amis qu'elle ne connaissait pas. Antoine qui l'avait laissé croire qu'il était mort. « Laissez, mademoiselle, on s'en occupe. » 2 serveurs s'approchèrent avec un balai et une pelle. L'un d'eux l'aida à se relever. « Vous êtes blessée. Il faut désinfecter. » Claire hocha la tête mécaniquement. Elle jeta un dernier regard vers l'endroit où se tenait Antoine. Mais il avait disparu, évaporé comme un mirage. Avait-elle rêvé? Avait-elle eu une hallucination? Non. Ses yeux terrifiés qu'elle avait vus dans les siens ne mentaient pas. Il l'avait reconnue aussi. Elle se dirigea vers les toilettes du personnel d'un pas chancelant, bousculant au passage un serveur qui portait un plateau de petits fours. Dans le miroir des lavabos, son reflet lui renvoya l'image d'une femme en état de choc. Visage livide, yeux hagards, mains ensanglantées. Elle fit couler l'eau froide sur ses coupures, regardant le sang rose tourbillonner dans l'évier. Ses pensées se bousculaient, incohérentes. Comment était-ce possible? Elle avait vu la voiture accidentée. Elle avait parlé aux policiers. Elle avait organisé une messe à la mémoire d'Antoine. Elle avait expliqué à Élise que papa était au ciel. Tout était faux. Tout. La porte des toilettes s'ouvrit. Sylvie entra, l'air inquiet. « Claire, qu'est-ce qui t'arrive? Marco m'a dit que tu avais fait tomber un plateau et que tu avais l'air... bizarre. » Sylvie. Claire se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Dis-moi que je ne deviens pas folle. L'homme qui se marie aujourd'hui, tu l'as vu? » Julien Duret, bien sûr. Il est passé tout à l'heure près des cuisines avec ses témoins. Très bel homme, je dois dire. Pourquoi? Julien Duret. Il s'appelait Julien Duret maintenant. À quoi il ressemble? Sylvie la regarda bizarrement. La trentaine, châtain. Assez grand. Yeux bleus, je crois. Claire, tu es sûre que ça va? Tu es blanche comme un linge. Les jambes de Claire se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra sur la banquette en velours des toilettes, la tête entre les mains. « Claire, mon mari, » murmura-t-elle. « C'est mon mari. »« Quoi? Mais ton mari est... mort. »« Non, il est là. Il épouse une autre femme. » Sylvie s'agenouilla devant elle, complètement perdue. « Claire, je ne comprends pas. Tu dis n'importe quoi. Ton mari est mort dans un accident. Tu nous l'as raconté 100 fois. J'ai cru qu'il était mort. » Claire releva la tête, et Sylvie eut un mouvement de recul devant l'intensité de son regard. Mais il est là, vivant, en smoking, en train d'épouser la fille Fournier. Mais enfin, c'est impossible. Tu te trompes sûrement, c'est juste une ressemblance. Non, la voix de Claire était maintenant glaciale. Déterminée, c'est lui. Je reconnais l'homme avec qui j'ai vécu 6 ans, l'homme qui m'a fait une fille, l'homme que j'ai pleuré pendant 3 ans et demi. Elle se leva d'un bond, une énergie nouvelle courant dans ses veines. La stupeur cédait la place à une colère sourde, primitive. « Je vais lui parler. Claire, non. Tu ne peux pas débarquer dans un mariage comme ça. Et si tu te trompais? Je ne me trompe pas. » Claire ajusta son uniforme, lissa ses cheveux, essuya les dernières traces de sang sur ses mains. Dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui lui faisait face. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Une dureté nouvelle. Une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Antoine était vivant. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait souffert, tous les mensonges qu'elle avait dit à Élise, tout ça pour qu'il puisse refaire sa vie tranquillement avec une héritière millionnaire. Elle allait le retrouver, et il allait s'expliquer, même si ça devait faire exploser le plus beau mariage de l'année. Claire sortit des toilettes avec la détermination d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Sylvie tentait encore de la retenir, murmurant des mises en garde. Mais ces mots glissaient sur elle comme de l'eau sur du verre. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Elle traversa les cuisines d'un pas ferme, ignorant les regards intrigués de Marco et des autres membres de l'équipe. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses tempes, mais son esprit était d'une clarté cristalline. Antoine était là, vivant, marié dans quelques heures à une autre femme. Les couloirs de service de l'hôtel formaient un labyrinthe discret, permettant au personnel de circuler sans déranger les clients. Claire connaissait parfaitement ces passages pour avoir travaillé dans plusieurs établissements similaires. Elle savait comment accéder aux salons privés, aux suites, à tous les recoins où un homme pourrait se cacher,
Car Antoine se cachait, elle en était certaine. Le regard terrifié qu'il avait eu en la voyant ne trompait pas. Il savait qu'elle l'avait reconnue. Elle remonta le couloir principal, jetant un œil par les portes vitrées qui donnaient sur les salons de réception. Les invités continuaient à boire et à rire, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres d'eux. Dans 1 heure, la cérémonie religieuse commencerait dans la chapelle privée de l'hôtel. Claire poussa la porte du salon fumoir. Une pièce plus petite et feutrée, où les hommes avaient l'habitude de se retirer pour leurs cigares et leurs conversations d'affaires. Vide, elle continua ses recherches, explorant méthodiquement chaque recoin, la bibliothèque, le salon de musique, les petits salons privés. Rien. C'est en passant devant l'escalier de service qu'elle l'entendit. Cette voix qu'elle avait écoutée murmurer des mots d'amour, crier de colère, raconter des histoires à Élise, cette voix qui hantait encore ses rêves. Il téléphonait, caché dans l'alcôve sous l'escalier. « Non, écoute-moi bien. Il ne faut surtout pas que ça remonte jusqu'à moi. Tu comprends ? Oui, je sais que c'est risqué, mais on n'a pas le choix maintenant. Non, elle ne peut rien prouver. Officiellement, Antoine Bellamy est mort. » Claire sentit ses jambes trembler. Elle s'approcha silencieusement, retenant son souffle. « Comment ça ? Les flics se posent des questions. Merde. Écoute, on en reparle après la cérémonie. Pour l'instant, je dois gérer cette situation. » Il raccrocha, et Claire l'entendit soupirer profondément. Elle comptait jusqu'à 3, puis fit délibérément craquer le parquet sous ses pieds. Antoine sursauta et se retourna d'un bond, en la voyant. Son visage passa par plusieurs expressions. Surprise, terreur, puis une tentative pathétique de reprendre contenance. Claire. Sa voix était rauque, étranglée. Il la regardait comme si elle était effectivement revenue d'entre les morts. « Bonjour, Antoine. » Il se faisait face dans ce petit couloir sombre, séparé par 3 années et demie de mensonges. Claire détaillait cet homme qu'elle avait cru connaître par cœur. Il était plus élégant qu'avant, plus sûr de lui apparemment. Mais elle voyait la panique dans ses yeux. « Tu te trompes de personne. Je m'appelle Julien Duret. » Claire eut un rire amer. « Julien Duret. C'est comme ça que tu t'appelles maintenant. Tu as oublié que j'ai vécu 6 ans avec toi, que j'ai mis au monde ta fille. Tu crois vraiment que je ne te reconnaîtrai pas. » Antoine ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait chercher ses mots. Une excuse, une échappatoire. « Claire, écoute-moi. »« Non. » Le mot claqua comme un coup de fouet. « C'est toi qui vas m'écouter. 3 ans et demi, Antoine. 3 ans et demi que je te pleure. 3 ans et demi que ta fille me demande pourquoi papa ne revient pas. 3 ans et demi que je vis dans la misère parce que monsieur a décidé de mourir. » Les mots jaillissaient d'elle comme un torrent, chargés de toute la douleur accumulée. Tu sais ce que c'est de tenir ta fille dans tes bras pendant qu'elle pleure en demandant si papa l'aimait vraiment. Tu sais ce que c'est de travailler 16 heures par jour pour payer un appartement de merde à Belleville. Tu sais ce que c'est de mentir à une petite fille en lui disant que son père était un héros. Antoine reculait sous la violence de ses paroles, mais Claire avançait, impitoyable. Et pendant ce temps-là, monsieur refaisait sa vie peinard. Monsieur épousait une héritière. Monsieur vivait dans le luxe avec l'argent de... Elle s'arrêta net. L'argent, bien sûr. L'argent. Tu as volé de l'argent. C'est ça. Tu as volé et tu as maquillé ta mort pour qu'on ne te retrouve jamais. Antoine blêmit davantage. Claire, tu ne comprends pas. C'était plus compliqué que ça. J'avais des dettes. Des gens dangereux me couraient après. Tu quoi ? Tu as préféré nous laisser croire que tu étais mort plutôt que d'affronter tes problèmes. Non, enfin, si, mais c'était pour vous protéger. Il menaçait de s'en prendre à toi et à Élise si je ne payais pas. Je ne pouvais pas. Ne me dis pas que tu as fait ça pour nous. Claire le gifla si fort que la claque résonna dans le couloir. Ne me dis jamais que tu as fait ça pour nous. Antoine porta la main à sa joue, les yeux humides. Tu ne comprends pas, Claire. Les agiotas, ils ne plaisantent pas. Ils avaient dit qu'ils... Alors tu es partie avec l'argent volé, et tu nous as abandonnés. Tu as préféré sauver ta peau plutôt que de nous faire confiance. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Claire tremblait de rage. Tu aurais pu aller voir la police. Tu aurais pu nous expliquer. Tu aurais pu... Quoi ? Finir en prison. Me faire tuer ? Et vous laisser seule de toute façon. Au moins, on aurait su. Au moins, on n'aurait pas vécu dans le mensonge. Antoine se passa les mains dans les cheveux. Geste qu'elle lui avait vu faire 1000 fois quand il était désespéré. « Claire, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tout s'est enchaîné si vite, l'audit qui se rapprochait,
les menaces qui se précisaient. J'ai paniqué, j'ai mal réagi, je le reconnais, mais... Mais quoi? Tu comptais revenir. Tu comptais nous retrouver un jour. Le silence d'Antoine fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Non, murmura Claire, comprenant enfin. Tu ne comptais jamais revenir. Tu voulais refaire ta vie. Une vie sans nous. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Tu en avais marre de tes responsabilités, de ta femme, de ta fille. Tu as vu une occasion de tout recommencer à zéro et tu l'as saisie. Antoine ne niait plus. Il la regardait avec une expression de culpabilité qui confirmait tous ses soupçons. Tu sais quoi? Je préférais encore te croire mort, parce qu'un mort, au moins, ça garde sa dignité. Tandis qu'un lâche, Claire, arrête, tu vas trop loin. Trop loin, moi. Claire eut un rire hystérique. Tu oses me dire que je vais trop loin, toi qui as détruit nos vies pour ton petit confort personnel. Des pas résonnèrent dans le couloir principal. Quelqu'un approchait. Julien, tu es là. Une voix féminine, jeune, inquiète. La mariée, Antoine paniqua. Claire, s'il te plaît, ne dis rien. Pas maintenant, pas comme ça. Et pourquoi je me tairais? Pour protéger ton petit bonheur, pour que tu puisses continuer ta comédie. Pour Isabelle, elle ne mérite pas ça. Elle n'a rien fait de mal. Claire le fixa avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Et moi, et Élise, on méritait ce que tu nous as fait. La voix se rapprochait. Dans quelques secondes, Isabelle Fournier allait les découvrir. Claire, je t'en supplie. Non. La voix de Claire était maintenant d'un calme glacial. Ton petit château de cartes va s'effondrer, Antoine. Et tu sais quoi? Tu l'as bien mérité. Elle fit demi-tour et se dirigea vers le salon principal, laissant Antoine seul avec sa panique et ses remords. Il était temps que la vérité éclate au grand jour. Claire traversa les couloirs de service avec la détermination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Ses mains tremblaient encore de rage, mais son esprit était d'une clarté terrible. Antoine méritait que sa nouvelle vie parfaite s'effondre. Isabelle Fournier méritait de savoir qu'elle épousait un imposteur. Et elle, Claire, méritait enfin la vérité. Les invités s'étaient rassemblés dans la grande salle de réception pour assister à la cérémonie civile qui précéderait le mariage religieux. 400 personnes en tenue d'apparat, l'élite parisienne au grand complet, attendirent dans un murmure feutré que débute la plus belle union de l'année. Claire s'arrêta devant les portes dorées du salon principal. De l'autre côté, elle entendait le brouhaha des conversations, le tintement discret des coupes de champagne, le froissement de la soie et du taffetas, un monde qui n'était pas le sien, mais dans lequel elle allait faire irruption comme une bombe. Elle inspira profondément et poussa les lourdes portes. La salle était magnifique. Des guirlandes de roses blanches et de pivoine couraient le long des murs dorés. Un tapis de velours rouge menait jusqu'à l'estrade, où l'officier d'état civil attendait. Souriant, près d'un pupitre orné de dentelles, les invités, assis sur des chaises tapissées de soie crème, bavardaient dans cette ambiance particulière des grandes occasions, au premier rang. Henri Fournier, imposant dans son costume gris anthracite, discutait avec ce qui semblait être des ministres. Sa femme, Marguerite, élégante en Yves Saint-Laurent bleu roi, vérifiait une dernière fois l'ordonnancement floral avec la wedding planner. Et là, devant l'hôtel improvisé, se tenait Antoine. Il portait un smoking noir parfaitement coupé, une cravate de soie blanche, et cette assurance factice qu'elle lui avait vu développer ces dernières minutes. Mais elle percevait sa nervosité dans la façon dont il tripotait ses boutons de manchette. Geste qu'il faisait toujours quand il stressait. Ses témoins l'entouraient. 3 hommes qu'elle ne connaissait pas. Probablement des relations d'affaires qu'il s'était fabriquées avec sa nouvelle identité. Il riait à une plaisanterie qu'il venait de faire. Inconscient qu'il côtoyait un criminel en fuite. « Mesdames et messieurs », annonça l'officier d'état civil d'une voix claire qui fit taire les conversations. « Nous allons maintenant procéder à l'union civile de mademoiselle Isabelle Fournier et de monsieur Julien Duret. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Quelqu'un, dans les premiers rangs, essuya discrètement une larme d'émotion. Je prie la mariée de bien vouloir nous rejoindre. La porte latérale s'ouvrit sur Isabelle Fournier, radieuse dans sa robe Dior. Le tissu, brodé de milliers de perles nacrées, captait la lumière des lustres et lui donnait un éclat de conte de fées. Son voile de dentelle ancienne, héritage familial, flottait derrière elle comme un nuage. Elle était belle, jeune, innocente. Elle ne méritait pas ce qui allait suivre.
Mais Claire ne pouvait plus reculer. Isabelle remonta l'allée au bras de son père, qui bombait fièrement le torse. Henri Fournier avait l'air d'un homme qui mariait sa fille à l'homme parfait. Il ne savait pas qu'il la livrait à un menteur et un voleur. Antoine, lui, regardait approcher sa future épouse avec un sourire crispé. Ses yeux balayaient nerveusement l'assemblée, cherchant Claire. Redoutant le moment où elle ferait irruption, il ne la vit pas, dissimulée derrière un pilier près de l'entrée. « Nous sommes réunis aujourd'hui », commença l'officier d'état civil d'une voix solennelle, « pour célébrer l'union de deux êtres qui ont choisi de lier leur destin. » Claire ferma les yeux une seconde, dans quelques instants. Elle allait détruire cette cérémonie parfaite, briser le cœur d'une jeune femme innocente, humilier publiquement une famille entière. Mais Antoine l'avait contrainte à ce choix par ses mensonges. « Monsieur Julien Duret, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Isabelle Fournier ?»« J'accepte. » La voix d'Antoine tremblait légèrement. « Mademoiselle Isabelle Fournier, acceptez-vous de prendre pour époux monsieur Julien Duret ?»« J'accepte, » répondit Isabelle, les yeux brillants de bonheur. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, c'était le moment. Claire sortit de sa cachette et s'avança dans l'allée centrale. « Stop !» Sa voix claqua dans le silence comme un coup de tonnerre. 400 têtes se tournèrent vers elle d'un même mouvement. Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Claire continua à avancer, ignorant les regards choqués, les exclamations étouffées, les chuchotements scandalisés. Elle ne voyait qu'Antoine, livide, qui la regardait approcher comme on regarde sa propre mort. « Madame !» tenta l'officier d'état civil. « Vous ne pouvez pas. Cet homme est un imposteur. » Les mots résonnèrent sous les hauts plafonds dorés. Le silence qui suivit était assourdissant. « Il ne s'appelle pas Julien Duret, » continua Claire d'une voix forte et claire. « Il s'appelle Antoine Bellamy. C'est mon mari. » L'assemblée explosa. Des exclamations de choc fusèrent de toutes parts. Henri Fournier s'était levé d'un bond, le visage rouge de colère. Marguerite Fournier portait la main à sa bouche. Horrifiée, Isabelle, elle, regardait alternativement Claire et Antoine, ne comprenant pas ce qui se passait. « Madame !» dit Henri d'une voix tonnante. « Sortez immédiatement, ou j'appelle la sécurité. » « Votre fille allait épouser un menteur, » répliqua Claire sans se démonter. « Un voleur qui a maquillé sa propre mort pour échapper à la justice. » Antoine tentait de reprendre contenance. « Cette femme délire. Je ne la connais pas. Elle me confond avec quelqu'un d'autre. » Vraiment ? Claire sortit de sa poche une photo froissée qu'elle portait toujours sur elle. Une photo de leur mariage, 6 ans plus tôt. « Tu ne me connais pas ? Tu ne reconnais pas ta femme, la mère de ta fille. » Elle brandit la photo vers l'assemblée médusée. « Regardez, regardez et comparez. C'est le même homme. » Des invités se levaient, tendirent le cou pour voir la photo. Des murmures d'incrédulité montèrent de toutes parts. « Papa !» Isabelle se tourna vers son père, les larmes aux yeux. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Henri Fournier fixait Antoine avec une expression qui mélangeait fureur et incompréhension totale. « Julien, expliquez-moi ce que signifie cette mascarade. » Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, pris au piège de ses propres mensonges. « Il s'appelle Antoine Bellamy, » répéta Claire. « Il était comptable chez Bâtiment Lefebvre & Moreau. Il a volé plus d'1 million d'euros et a simulé sa mort dans un accident de voiture. Pendant 3 ans et demi, j'ai cru qu'il était mort. Pendant 3 ans et demi, j'ai élevé notre fille seule en pensant qu'elle était orpheline. » Isabelle vacilla et dut s'appuyer sur le bras de son père pour ne pas tomber. « Non, non, ce n'est pas possible. Julien, dis-lui que ce n'est pas vrai. » Mais Antoine ne pouvait plus nier. Face à la photo, face à la détermination de Claire, face à la vérité qui éclatait enfin, il s'effondrait. Il regarda Isabelle, puis Henri, puis l'assemblée entière qui attendait ses explications. « Je peux tout expliquer. Tu peux expliquer comment tu as pu faire ça à ta propre famille. » Claire s'était approchée jusqu'à l'estrade. « Tu peux expliquer comment tu as pu nous laisser dans la misère pendant que tu refaisais ta vie avec l'argent volé. » Un homme se leva dans les premiers rangs. Claire reconnut un visage familier des journaux télévisés. Marc Delattre, commissaire de police parisien, invité en tant qu'ami de la famille Fournier. « Madame, » dit-il calmement en s'approchant, « je vais avoir besoin que vous me racontiez tout en détail. Et vous, monsieur, Duret ou Bellamy, vous feriez mieux de ne pas bouger. » Isabelle fondit en larmes,
et s'effondra dans les bras de sa mère. Henri Fournier, livide, regardait l'homme qu'il avait accueilli comme un fils, avec un dégoût non dissimulé. L'assemblée était en effervescence. Certains invités sortèrent déjà leur téléphone pour appeler les journalistes. D'autres se dirigèrent vers la sortie, ne voulant pas être mêlés au scandale. Antoine, enfin, craqua. « Claire !» Il fit un pas vers elle, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Mais elle recula, écœurée. « Tes excuses, garde-les. Tu en auras besoin pour Élise quand elle sera assez grande pour comprendre que son père est un lâche. » Le commissaire Marc Delattre n'était pas homme à se laisser surprendre facilement. 45 ans de carrière dans la police parisienne, dont 15 à la tête de la brigade financière, lui avait appris à garder son sang-froid dans les situations les plus délicates. Mais ce qui venait de se passer dépassait tout ce qu'il avait pu vivre. Il observa méthodiquement la scène. La mariée en pleurs dans les bras de sa mère. Le père livide qui fixait celui qu'il croyait être son gendre. L'homme en smoking qui tremblait comme une feuille. Et cette femme en uniforme de service qui venait de faire exploser le mariage de l'année. « Monsieur Duret », dit-il calmement en s'approchant d'Antoine. « Ou devrais-je dire Monsieur Bellamy, je pense qu'il serait préférable que nous discutions en privé. » Antoine leva vers lui des yeux paniqués. « Commissaire Delattre, il y a un malentendu. Cette femme vient d'apporter des éléments très troublants. » Marc sortit son téléphone. « Je vais demander à mes collègues de nous rejoindre. En attendant, vous ne bougez pas d'ici. » Henri Fournier s'approcha, le visage déformé par la colère. « Marc, dites-moi que cette histoire est impossible. Dites-moi que ma fille n'allait pas épouser un criminel. » Marc Delattre connaissait Henri depuis 20 ans. Ils avaient refait leurs études ensemble, avant que l'un choisisse la police et l'autre les affaires. Il n'avait jamais vu son ami dans un tel état. « Henri, laissez-moi faire mon travail. Pour l'instant. Ce ne sont que des accusations. » Des accusations. Claire s'interposa, brandissant toujours la photo de mariage. « Regardez cette photo. Comparée avec cet homme, c'est la même personne. » Marc prit délicatement le cliché et l'examina attentivement. Effectivement, la ressemblance était frappante. L'homme sur la photo, plus jeune, les cheveux différents, mais indéniablement le même visage que celui qui se tenait devant lui en smoking. « Madame Morel, Claire Morel. Madame Morel, pouvez-vous me donner des détails précis sur votre mari présumé décédé ?» Claire respira profondément. Maintenant que l'adrénaline retombait, elle réalisait l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Mais il était trop tard pour reculer. Antoine Bellamy, né le 15 mars 1989 à Lyon, comptable chez Bâtiment Lefebvre & Moreau, déclaré mort dans un accident de voiture le 12 octobre 2021, pont de la Concorde. Marié avec moi depuis 2017, père d'Élise, 8 ans, Marc fronça les sourcils. Ces noms lui disaient quelque chose. Bâtiment Lefebvre & Moreau. Il réfléchit quelques secondes, puis ses yeux s'élargirent. Bon sang, l'affaire de détournement de fonds, nous n'avions jamais trouvé le coupable. Il se tourna vers Antoine, qui avait blêmi davantage encore. « Vous étiez comptable dans cette entreprise ?» Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Il ne répond pas », intervint Henri Fournier. « Marc, vous vous rendez compte, j'ai accueilli cet homme chez moi. J'ai donné ma fille en mariage à un voleur. » Isabelle, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se détacha des bras de sa mère. « Julien, sa voix était brisée. Dis-leur que ce n'est pas vrai. Dis-leur que tu es vraiment Julien Duret. Dis-leur que cette femme se trompe. » Antoine la regarda avec une expression de culpabilité déchirante. « Isabelle, Non !» Elle recula comme s'il l'avait giflée. « Non, non, non. Tu ne peux pas me faire ça. Pas aujourd'hui, pas comme ça. » Marc Delattre intervint, avant que la situation ne dégénère davantage. « Mesdames et messieurs, je vais devoir demander à tout le monde de quitter la salle, sauf vous. Madame Morel, et vous, monsieur, nous allons éclaircir cette affaire immédiatement. » Les invités commencèrent à évacuer dans un brouhaha de conversations choquées. Marc entendait déjà les téléphones sonner. Les journalistes être contactés. Dans 1 heure, l'affaire ferait le tour de Paris. Seuls restèrent Claire, Antoine, Henri, Isabelle, Marguerite Fournier et Marc. « Madame Morel, » reprit le commissaire. « Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?» Claire sortit de son sac plusieurs documents qu'elle gardait toujours sur elle. Leur acte de mariage, l'acte de naissance d'Élise mentionnant Antoine comme père, des photos de famille. « Voici notre acte de mariage. Voici l'acte de naissance de notre fille.
Et voici d'autres photos de nous ensemble. Marc examina soigneusement chaque document. Et vous, monsieur, vous avez des papiers d'identité. Antoine fouilla dans sa veste avec des gestes tremblants et sortit une carte d'identité au nom de Julien Duret. « Attendez », dit Marc en scrutant la carte. « Cette carte a été émise en 2022. Vous n'aviez pas de papier avant. » J'avais perdu mes anciens papiers dans un cambriolage. J'ai dû tout refaire. Pratique. Marc se tourna vers Henri. Henri, quand avez-vous rencontré cet homme? Il y a 2 ans environ. Il s'est présenté comme un entrepreneur prospère. J'ai fait faire des vérifications. Tout semblait en ordre. Quelle vérification? Vérification bancaire, référence commerciale, casier judiciaire. Rien, aucun antécédent, un dossier parfait. Trop parfait, justement. Marc sortit son téléphone et composa un numéro. Allô? Dubois, c'est Delattre. J'ai besoin que tu me sortes immédiatement le dossier de l'affaire bâtiment Lefebvre & Moreau. Oui, le détournement de 2021. Et aussi tout ce que tu peux trouver sur un certain Julien Duret. Non, je ne plaisante pas. Et envoie-moi une équipe à l'hôtel du Château Lumière, 16e arrondissement. Il raccrocha et fixa Antoine. Maintenant, nous allons attendre les renforts et vous allez tout me raconter. Et je vous conseille de ne pas mentir, parce que j'ai l'intention de vérifier chaque détail de votre histoire. Antoine s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Il releva les yeux vers Isabelle, qui le regardait avec un mélange de dégoût et de tristesse. Isabelle, il faut que tu saches que mes sentiments pour toi sont vrais. Je t'aime vraiment. Tu m'aimes. Isabelle eut un rire hystérique. Tu m'aimes. Tu allais m'épouser sous une fausse identité. Tu m'as menti sur tout, sur ton nom, sur ton passé, sur ta vie. Comment peux-tu appeler ça de l'amour? Parce que c'est la vérité. Avec toi, j'ai pu recommencer à zéro. J'ai pu oublier mes erreurs, devenir quelqu'un de meilleur. En abandonnant ta femme et ta fille, intervint Claire, en leur faisant croire que tu étais mort, Henri Fournier explosa. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez abusé de notre confiance. Vous avez trompé ma fille. J'étais dans une impasse. Antoine se leva d'un bond. J'avais des dettes de jeu que je ne pouvais pas rembourser. Des types me menacèrent de mort. Ils menaçaient aussi Claire et Élise. Je n'avais pas le choix. Vous aviez le choix de ne pas voler, répliqua Marc sèchement. 1 million d'euros, murmura Henri. Vous avez volé 1 million d'euros pour payer vos dettes de jeu. Et le reste? Demanda Claire. Parce qu'1 million, ça fait beaucoup pour des dettes. Le reste, tu l'as utilisé pour quoi? Pour acheter ta nouvelle identité, pour séduire Isabelle. Antoine ne répondit pas, mais son silence était éloquent. La porte s'ouvrit sur 2 policiers en uniforme. « Commissaire? Parfait. » Marc se tourna vers Antoine. « Monsieur Bellamy, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité, détournement de fonds et simulation de mort. Vous avez le droit de garder le silence. » « Attendez !» Antoine se débattit alors que les policiers s'approchaient. « Je peux tout expliquer. L'argent, je peux le rendre. Isabelle, dis-leur. Dis-leur que je ne suis pas un mauvais homme. » Mais Isabelle s'était détournée, incapable de le regarder. « Emmenez-le !» ordonna Marc, alors qu'Antoine était menotté et escorté vers la sortie. Il cria une dernière fois. « Claire, Claire, dis à Élise que je l'aime. Dis-lui que papa l'aime. » Claire le regarda partir sans un mot, les larmes aux yeux, pas de tristesse, mais de soulagement. Enfin, la vérité avait éclaté. Antoine fut escorté hors du salon principal sous les regards médusés des derniers invités qui n'avaient pas encore quitté les lieux. Les flashs des téléphones portables crépitaient déjà, immortalisant sa chute spectaculaire. Dans quelques heures, son visage serait partout sur les réseaux sociaux et dans la presse, au commissariat du 16e arrondissement, Marc Delattre dirigeait personnellement l'interrogatoire. Face à lui, Antoine semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Le smoking parfait était froissé, la cravate de travers, et ses mains tremblaient malgré ses efforts pour paraître maître de lui. « Alors, Monsieur Bellamy ?» commença Marc en ouvrant un épais dossier. « Parlons peu mais parlons bien. Nous avons retrouvé votre trace, comptable chez Bâtiment Lefebvre & Moreau de 2019 à 2021. Détournement progressif de fonds sur une période de 2 ans. Montant total, 1,1 million d'euros. » Antoine fixait ses mains jointes sur la table. L'audit interne s'est rapproché de vous en octobre 2021. C'est à ce moment-là que vous avez organisé votre fausse mort. N'est-ce pas?
Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, monsieur Bellamy. Vous auriez pu avouer, rembourser, assumer vos responsabilités. Avec quel argent? Antoine releva la tête, les yeux injectés de sang. Vous croyez que j'avais 1,1 million sous mon matelas? Tout était parti dans les paris sportifs, les casinos en ligne. J'étais drogué au jeu. Marc nota cette information. Un mobile classique, malheureusement. Racontez-moi comment vous avez organisé votre disparition. Antoine soupira longuement. J'avais repéré cette voiture abandonnée près de la Seine. Une vieille Citroën que personne ne réclamait depuis des semaines. J'ai attendu une nuit de tempête. J'y ai mis quelques affaires personnelles, puis je l'ai poussée du pont. Et pendant qu'on vous cherchait dans la Seine, vous étiez où? Caché dans un hôtel miteux de banlieue, puis direction Toulouse sous une fausse identité temporaire. J'avais tout préparé. Marc prenait des notes scrupuleusement. L'identité de Julien Duret. Comment l'avez-vous obtenue? Recherches approfondies dans les registres d'état civil. Julien Duret était mort dans un accident d'avion en 2019. Pas de famille proche. Aucune trace administrative récente. J'ai reconstruit son identité avec de faux papiers. Qui vous a fourni ces faux papiers? Antoine hésita. Je ne balance pas mes contacts. Nous les trouverons de toute façon. Marc referma le dossier. Monsieur Bellamy, vous réalisez que vous êtes dans une situation très délicate. Escroquerie, détournement de fonds, usurpation d'identité, simulation de décès. Vous risquez 20 ans de prison. Le visage d'Antoine se décomposa. 20 ans. Au minimum, et encore, je ne compte pas les dommages psychologiques causés à votre famille. Votre fille va avoir besoin d'un suivi psychiatrique pour surmonter ça. À la mention d'Élise, Antoine s'effondra complètement. Ma fille, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Marc observait cette décomposition avec un mélange de satisfaction professionnelle et de dégoût personnel. Il avait vu beaucoup de criminels craquer, mais peu l'avaient autant écœuré que cet homme qui avait détruit sa propre famille par pure lâcheté. L'interrogatoire est suspendu. Vous allez être placé en garde à vue le temps que nous rassemblions tous les éléments. Mais au moment où les agents s'apprêtaient à emmener Antoine vers les cellules, son avocat fit irruption dans la salle d'interrogatoire. « Maître Rousseau, » annonça-t-il, « je représente Monsieur Duret. »« Pardon, Monsieur Bellamy. » Marc leva un sourcil étonné. « Vous avez été rapide. Qui vous a contacté ?»« Peu importe. » L'avocat, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, posa sa mallette sur la table. « Mon client invoque son droit au silence. Cet interrogatoire est terminé. Votre client vient d'avouer plusieurs crimes graves. Sous la contrainte émotionnelle, tout ce qu'il a dit est irrecevable. » Marc serra les dents. Il connaissait ce type d'avocat. Redoutable, sans scrupules, et probablement très cher. Très bien. Garde à vue de 24 heures renouvelable. L'avocat se pencha vers Antoine et lui murmura quelques mots à l'oreille. Le visage de celui-ci changea subitement d'expression. La résignation laissa place à quelque chose que Marc n'arriva pas à identifier immédiatement. De l'espoir, de la détermination. Commissaire, dit Maître Rousseau. Mon client souhaite être transféré aux affaires sanitaires et sociales pour un problème de santé. Quel problème de santé? Crise de panique, troubles anxieux. Il a besoin d'un suivi médical immédiat. Marc regarda Antoine, qui venait effectivement de prendre une teinte verdâtre, et haletait comme s'il manquait d'air. Appelez un médecin, ordonna-t-il à contre-cœur. 21 minutes plus tard, une ambulance emmenait Antoine vers l'hôpital Saint-Antoine. Escorté par 2 policiers, Marc avait un mauvais pressentiment, mais il ne pouvait pas refuser des soins médicaux à un détenu. À l'hôpital, Antoine fut admis aux urgences pour des examens approfondis. Maître Rousseau l'accompagnait, ainsi que les 2 agents chargés de sa surveillance. « Je vais aux toilettes », murmura Antoine au médecin urgentiste. « Je me sens vraiment mal. » Les policiers l'escortèrent jusqu'au sanitaire public du rez-de-chaussée. Antoine entra dans une cabine, ferma la porte. 10 minutes passèrent. « Bellamy », appela l'un des agents. « Tout va bien. » Pas de réponse. « Bellamy ». Ils forcèrent la porte. La cabine était vide. Une fenêtre donnant sur la cour arrière de l'hôpital était ouverte. Antoine avait disparu. Merde. L'agent dégaina immédiatement son téléphone. « Commissaire, nous avons un problème. Le suspect s'est évadé. » Marc Delattre explosa au téléphone. « Comment ça, évadé? Vous étiez 2. Il a sauté par la fenêtre des toilettes. Nous lançons immédiatement les recherches. » Marc raccrocha et donna l'alerte générale. Tous les postes de contrôle, toutes les gares,
tous les aéroports. Antoine Bellamy était officiellement en fuite, mais Antoine avait prévu sa sortie. En sautant par la fenêtre, il avait atterri directement dans la voiture d'Isabelle Fournier, qu'il avait appelée depuis l'hôpital avec le téléphone d'un infirmier complice. Isabelle. Il monta dans la voiture en trombe. « Démarre, vite !» Isabelle était en larmes, mais elle démarra néanmoins. « Julien, Antoine, peu importe ton nom, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas aller en prison. Pas 20 ans. Pas pour des erreurs du passé. Des erreurs. Tu appelles ça des erreurs. Tu as détruit ta famille. Tu m'as menti. » Antoine lui saisit le bras. « Isabelle, écoute-moi. On peut encore s'en sortir. On peut partir ensemble. Loin de tout ça. J'ai de l'argent planqué à l'étranger. On peut recommencer ailleurs. Tu es fou. » Isabelle tentait de se dégager tout en conduisant. « Lâche-moi. Non, tu ne comprends pas. Je t'aime. C'est toi que j'aime maintenant. Pas clair ?» Derrière eux, les sirènes de police se rapprochaient. Marc Delattre avait rapidement compris qu'Antoine chercherait à contacter Isabelle. Il dirigeait personnellement la poursuite. « Ils nous suivent !» cria Isabelle en voyant les gyrophares dans le rétroviseur. « Continue, ne t'arrête pas. » La BMW d'Isabelle filait à travers les rues de Paris, slalomant entre les voitures. Antoine avait pris le volant de force, repoussant Isabelle sur le siège passager. « Tu vas nous tuer !» sanglotait-elle. « Jamais, je ne te ferai jamais de mal. » Mais Antoine conduisait comme un fou, grillant les feux rouges, prenant les sens interdits. Derrière eux, 4 voitures de police les poursuivaient, sirènes hurlantes. La course folle se dirigeait vers les Champs-Élysées, puis vers la Concorde. Ironiquement, l'endroit même où Antoine avait simulé sa mort 3 ans plus tôt. La BMW d'Isabelle fonçait dans les rues de Paris à plus de 100 km/h. Antoine tenait fermement le volant, les jointures blanches, le visage déformé par une détermination désespérée. À ses côtés, Isabelle sanglotait, agrippée à la poignée de la portière. « Antoine, arrête-toi, tu vas nous tuer. » « Non. » Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Les 4 voitures de police se rapprochaient, leurs gyrophares découpant la nuit parisienne. « Je ne retournerai pas en prison, pas après tout ce que j'ai construit. » La voiture prit le virage de la rue de Rivoli sur les chapeaux de roue, faisant crisser les pneus sur l'asphalte mouillé. Il avait plu dans l'après-midi, et la chaussée glissante rendait la conduite encore plus dangereuse. « Tu n'as rien construit !» cria Isabelle à travers ses larmes. « Tu as tout volé. Tu as volé ton identité. Tu as volé mon cœur. Tu as volé ma vie. » Antoine ne l'écoutait plus. Son esprit était fixé sur un seul objectif, échapper aux conséquences de ses actes, comme 3 ans et demi plus tôt, quand il avait préféré la fuite à l'affrontement. Dans la voiture de tête de la poursuite, Marc Delattre coordonnait l'opération par radio. Unité 3, prenez la rue Saint-Honoré. Coupez-lui la route vers les Halles. Unité 2, direction Châtelet. Je ne veux pas qu'il sorte du centre de Paris. Reçu, commissaire. Vitesse du véhicule 120 en zone urbaine. Il est complètement incontrôlable. Marc serrait les dents. Il avait vu trop d'affaires se terminer en tragédie à cause de poursuites qui dégénéraient. Mais Antoine Bellamy ne lui laissait pas le choix. La BMW déboucha sur la place de la Concorde, ce lieu chargé d'histoire où Antoine avait orchestré sa fausse mort. L'ironie de la situation n'échappait pas au commissaire, qui connaissait maintenant tous les détails de l'affaire. « Il se dirige vers le pont », cria l'un des agents. Antoine engagea la voiture sur le pont de la Concorde, celui-là même où il avait poussé la vieille Citroën dans la Seine pour simuler son décès. Ses mains tremblaient sur le volant, des souvenirs douloureux remontant à la surface. Claire qui l'attendait à la maison ce soir-là, Élise qui dormait paisiblement dans sa chambre, sa vie d'avant, imparfaite mais réelle. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il soudain, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de sa destruction. « Tu as détruit nos vies. » Isabelle avait cessé de pleurer et le regardait avec une haine pure. « Tu as détruit ta famille. Tu as détruit la mienne. Et maintenant tu veux m'entraîner dans ta chute. Je t'aime, Isabelle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, pour notre avenir. Notre avenir. » Elle eut un rire hystérique. « Quel avenir? Tu es un criminel en fuite, un menteur, un homme qui abandonne sa propre fille. » Ces mots frappèrent Antoine comme des coups de poignard. Élise, sa petite fille qui devait maintenant apprendre que son papa était vivant, mais qu'il était aussi un monstre. La voiture arriva au milieu du pont, devant eux,
2 autres véhicules de police remontaient en sens inverse, créant un barrage. Antoine était pris au piège. « C'est fini », dit Isabelle d'une voix étrangement calme. « Arrête-toi, rends-toi. »« Non !» Antoine donna un violent coup de volant vers la droite, tentant de forcer le passage entre les voitures de police. Mais le véhicule, lancé à pleine vitesse sur la chaussée glissante, ne répondit pas à ses commandes. La BMW dérapa, partit en tête à queue, et percuta de plein fouet le parapet du pont. Le bruit de l'impact résonna dans toute la nuit parisienne. Le métal se froissa dans un grincement atroce, le verre explosa en 1000 morceaux. La voiture, après avoir défoncé la rambarde, bascula vers la Seine. « Non !» hurla Marc Delattre en bondissant de sa voiture. Mais il était trop tard. La BMW chutait vers les eaux noires du fleuve. Dans un balai mortel qui semblait durer une éternité, l'impact avec l'eau fut terrible. La voiture s'enfonça immédiatement. L'habitacle se remplissant rapidement, Isabelle, sonnée par le choc, battait des bras dans l'eau glacée qui montait jusqu'à sa poitrine. Antoine, lui, était coincé par le volant qui s'était enfoncé sous l'effet de l'impact. Il sentait le sang couler de son front. Sa vision se brouillait, mais il voyait Isabelle en train de se noyer. « Isabelle !» Il tendit la main vers elle, luttant contre la ferraille qui l'emprisonnait. « Tiens bon !» L'eau montait inexorablement. Isabelle réussit à atteindre la vitre arrière, brisée par l'impact, et se glissa à l'extérieur de l'habitacle. Elle remonta vers la surface en battant désespérément des jambes. Ses poumons en feu, Antoine, lui, ne pouvait pas bouger. Sa jambe était probablement brisée, son torse écrasé par le volant déformé. Il regardait l'eau monter autour de lui avec une étrange sérénité. C'était donc ainsi que ça se terminait. Pas dans une prison, pas dans un tribunal, mais dans les eaux de la Seine, exactement comme il l'avait mis en scène 3 ans plus tôt, la justice poétique. Peut-être, à la surface, les équipes de secours s'activaient déjà. Marc Delattre dirigeait les opérations, criant des ordres aux plongeurs qui se préparaient à intervenir. Là, un policier pointait du doigt vers Isabelle qui émergeait. Toussant et crachant l'eau boueuse du fleuve, 2 sauveteurs se jetèrent immédiatement à l'eau et la ramenèrent vers la berge. Elle était consciente, blessée, mais vivante. « L'homme !» halta-t-elle en s'accrochant au bras de Marc. « Il est encore dans la voiture. Il ne peut pas sortir. » Les plongeurs s'engouffrèrent dans les eaux troubles. Leurs lampes frontales perçaient difficilement l'obscurité du fleuve, mais ils finirent par localiser l'épave qui continuait de couler vers le fond. À l'intérieur, Antoine flottait, immobile. Ses yeux étaient ouverts, fixant un point au-delà de la surface. Au-delà de la vie, l'expression de son visage était étrangement paisible, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Les plongeurs le remontèrent, mais il était trop tard. Antoine Bellamy était mort, vraiment mort cette fois, sur la berge. Marc Delattre regardait les secours s'affairer autour du corps inanimé. Les médecins tentaient une réanimation, mais leurs gestes étaient déjà mécaniques. Ils savaient que c'était fini. Heure du décès, 23h37, annonça finalement le médecin urgentiste. Isabelle, enveloppée dans une couverture de survie, contemplait l'homme qu'elle avait aimé et qui venait de mourir sous ses yeux. Elle ne pleurait plus. Elle était dans un état de choc qui dépassait les larmes. « Il a dit qu'il m'aimait », murmura-t-elle à Marc. Jusqu'au bout, il a dit qu'il m'aimait. Il avait sa façon d'aimer, répondit doucement le commissaire. Une façon destructrice. Au même moment, dans son petit appartement de Belleville, Claire Morel regardait les informations en continu sur son téléphone. La nouvelle de la poursuite, de l'accident, de la mort d'Antoine s'étalait déjà sur tous les sites d'actualité. Elle ne ressentait ni joie, ni tristesse, juste un immense vide, comme si un chapitre de sa vie venait enfin de se fermer. Élise dormait dans la chambre d'à côté, inconsciente que son père venait de mourir pour la 2e fois. Demain. Claire devrait lui expliquer, lui dire la vérité sur l'homme qu'elle avait idéalisé. Mais pour l'instant, elle regardait simplement la scène emporter les derniers mensonges d'Antoine Bellamy, l'homme qui avait été son mari, le père de sa fille, et finalement un étranger, 3 jours après l'accident. Claire se tenait devant la morgue de l'hôpital Saint-Louis. Elle n'était pas venue pour pleurer Antoine, mais pour clore définitivement cette partie de sa vie. Le commissaire Delattre l'accompagnait, respectueux de son silence. « Vous êtes sûre de vouloir le voir ?» demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête.
Elle devait voir le corps d'Antoine pour que son cerveau accepte enfin la réalité. Cette fois, il était vraiment mort. Dans la salle froide et aseptisée, elle contempla l'homme qui avait partagé sa vie pendant 6 ans. La mort lui avait rendu une certaine paix, effaçant les traits tendus et manipulateurs qu'elle lui avait vus au mariage. Il ressemblait presque à l'Antoine qu'elle avait connu autrefois. « C'est bien lui ?» confirma-t-elle simplement. « Madame Morel ?» dit Marc en refermant le dossier qu'il tenait. « Nous avons retrouvé une partie de l'argent volé, environ 600 000 € sur des comptes offshore. Légalement, cet argent devrait revenir à l'entreprise Bâtiment Lefebvre & Moreau. Mais, la direction souhaite vous reverser une compensation pour le préjudice moral subi. Disons, 100 000 €. Claire le regarda surprise. Ils n'y sont pas obligés. Non, mais le patron de l'entreprise a une fille du même âge qu'Élise. Il a été touché par votre histoire. 100 000 €. De quoi voir venir, de quoi offrir un avenir meilleur à Élise. Mais Claire savait que l'argent ne réparerait jamais le traumatisme de sa fille. Et pour les Fournier, Marc soupira, Henri Fournier est dans tous ses états. L'humiliation publique, les journalistes qui campent devant chez lui, sa fille Isabelle est hospitalisée pour dépression nerveuse. Claire ressentit une pointe de culpabilité. Elle avait détruit ce mariage. Certes pour révéler la vérité, mais innocent ou pas, les Fournier payaient cher sa révélation. « Je peux la voir, Isabelle. » Marc fronça les sourcils. « Vous êtes sûre, elle vous en veut beaucoup. J'ai besoin de lui parler. » 2 heures plus tard, Claire se trouvait dans la chambre privée de la clinique où Isabelle récupérait. La jeune femme, pâle et amaigrie, était assise près de la fenêtre, regardant Paris sans le voir. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Vous parlez. Me parlez. » Isabelle fit volte-face, les yeux brillants de colère. « Vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma famille. Et vous voulez me parler. » Claire s'assit sur la chaise face à elle, calmement. « Votre vie a été détruite par Antoine. Pas par moi. J'ai juste révélé la vérité. Votre vérité, votre version des faits, la seule version qui compte, celle des documents officiels, des preuves, des faits. » Isabelle se tut, sachant que Claire avait raison. « Il m'aimait, » murmura-t-elle finalement. « Quoi que vous pensiez, il m'aimait vraiment. Je ne dis pas le contraire. » Claire choisit soigneusement ses mots. Mais il vous aimait avec les sentiments d'un homme qui avait abandonné sa famille. Un amour construit sur des mensonges ne peut pas être sain. Et vous l'aimiez comment? La question prit Claire de court. Je l'aimais, naïvement, totalement. Je lui faisais confiance aveuglément. Peut-être trop. Alors on était pareils, finalement. Un silence s'installa entre les deux femmes. Elles avaient aimé le même homme, mais des versions différentes de lui. Isabelle, reprit Claire. Je ne suis pas venue pour me justifier. Je suis venue vous présenter mes excuses. Vos excuses. Pour la façon dont ça s'est passé, j'aurais pu vous prévenir en privé, vous épargner l'humiliation publique. Mais j'étais tellement en colère. Isabelle l'observa attentivement. Vous aviez le droit d'être en colère. Ça ne justifie pas tout. Vous étiez une victime. Vous aussi. Pour la première fois depuis l'accident. Isabelle sourit légèrement. Mon père veut porter plainte contre vous pour diffamation. Je sais, le commissaire m'a prévenu. Je lui ai dit d'arrêter, que ça ne servirait à rien. Claire la remercia du regard. « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» demanda Isabelle. « Reconstruire, expliquer la vérité à ma fille, lui permettre de grandir sans le poids de tous ces mensonges. Et moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Comment j'explique que j'allais épouser un criminel sans m'en rendre compte? Vous dites la vérité, que vous avez été manipulée par un homme très intelligent et très dangereux. Ce n'est pas votre faute. Isabelle. » Isabelle se leva et s'approcha de la fenêtre. « Mon père veut que je parte quelques mois à l'étranger, le temps que le scandale se tasse. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais avant de partir, Isabelle se retourna vers Claire. « J'aimerais faire quelque chose pour vous, pour votre fille. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire pour moi. » Une semaine plus tard, Claire recevait un virement de 150 000 € sur son compte. Le mot qui accompagnait le chèque était simple. Pour Élise, pour son avenir, avec mes excuses et mes vœux de bonheur, Isabelle, Henri Fournier avait joint un second courrier proposant à Claire un poste de chef exécutif dans l'un de ses restaurants haut de gamme. Un salaire de 60 000 € par an, des horaires compatibles avec sa vie de mère célibataire et la possibilité d'évoluer. Votre courage,
et votre honnêteté mérite d'être récompensée, écrivait-il. Antoine Bellamy nous a tous trompés, mais vous avez eu le courage de dire la vérité. J'aimerais avoir des employés comme vous. Le soir même, Claire s'assit avec Élise sur le canapé de leur petit salon. Sa fille la regardait avec ses grands yeux bleus si semblables à ceux d'Antoine. « Maman, pourquoi tu es triste depuis quelques jours ?» Claire prit une profonde inspiration. Le moment était venu. « Ma chérie, il faut que je te parle de papa. De papa. Mais papa est au ciel. » « Non, ma puce. Papa n'était pas au ciel. Papa était vivant. » Élise la regarda sans comprendre. « Comment ça, vivant ? Papa avait fait semblant d'être mort pour nous protéger, croyait-il, mais aussi parce qu'il avait fait des bêtises. » Claire lui expliqua tout, avec des mots d'enfant, en omettant les détails les plus sordides. L'argent volé devint des bêtises au travail. La nouvelle identité devint papa qui se cachait. La mort dans la Seine devint un accident parce que papa avait peur. « Alors papa ne m'aimait pas ?» demanda Élise, les larmes aux yeux. « Si, ma chérie. Papa t'aimait, mais papa était malade dans sa tête. Il ne savait plus faire la différence entre le bien et le mal. Et maintenant, papa va revenir. » Claire serra sa fille contre elle. « Non, ma puce. Maintenant, papa est vraiment au ciel, et nous, on va continuer à vivre, ensemble. Et on va être heureuse. Tu me promets. Je te promets. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Claire dormit d'un sommeil paisible. Dans ses rêves, elle ne voyait plus Antoine. Elle voyait un restaurant avec son nom sur la façade, Élise qui grandissait en sécurité, et peut-être même un homme honnête qui saurait les aimer toutes les deux. Le passé était enfin enterré. L'avenir pouvait commencer. 6 mois plus tard, le soleil de juin filtrait à travers les grandes baies vitrées du restaurant Cœur renouvelé, réchauffant les tables dressées avec soin. Claire ajustait une dernière fois la disposition des couverts sur la table principale, celle réservée pour le déjeuner inaugural. Dans quelques heures, son rêve deviendrait enfin réalité. Maman. Élise dévalait l'escalier qui menait à l'appartement au-dessus du restaurant. Les joues roses d'excitation. Marc est arrivé. Claire sourit en voyant sa fille si épanouie. Ces 6 derniers mois avaient transformé Élise. La vérité sur son père, bien que douloureuse au début, l'avait libérée d'un poids qu'elle ne savait même pas porter. Elle ne demandait plus quand papa allait revenir. Elle vivait enfin dans le présent. Marc Delattre apparut dans l'embrasure de la porte. Un bouquet de pivoine blanche à la main, depuis l'affaire Antoine. Il était devenu bien plus qu'un simple commissaire de police pour elle, d'abord ami, puis confident, et maintenant, quelque chose de plus tendre encore, pour la plus belle chef de Paris, dit-il en tendant les fleurs à Claire. « Flatteur », répondit-elle en l'embrassant délicatement. « Et merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. » Élise les observait avec un sourire complice. Elle avait tout de suite adopté Marc, cet homme patient qui l'aidait avec ses devoirs, qui l'emmenait au parc et qui regardait sa maman avec des yeux brillants d'amour vrai. « Il y a du monde dehors », annonça Élise en collant son nez à la vitrine. « Beaucoup de monde. » Effectivement, une petite foule s'était rassemblée devant le restaurant, des journalistes, des curieux, mais aussi des soutiens. L'histoire de Claire avait touché bien au-delà de Paris. La femme qui avait courageusement démasqué son mari criminel était devenue un symbole de résilience. « Vous êtes prête ?» demanda Marc en prenant la main de Claire. Elle regarda autour d'elle, les murs crème décorés de photos de familles heureuses, les tables nappées de lin blanc, le comptoir en bois massif qu'elle avait chiné aux puces. Tout était parfait. Chaleureux, à son image, « Je suis prête ?» À 11 heures précises, Claire ouvrit les portes de Cœur renouvelé. Les premiers clients entrèrent avec des sourires encourageants et des félicitations. Henri Fournier arriva en seconde position, élégant dans son costume gris, mais le visage marqué par les épreuves des derniers mois. « Claire, » dit-il en lui serrant chaleureusement la main, « je suis fier de vous. Ce restaurant est magnifique. Merci, Henri. Sans votre soutien, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez fait le plus dur. Vous avez eu le courage de recommencer. » Derrière lui, Claire aperçut une silhouette familière. Isabelle Fournier, méconnaissable, bronzée par son séjour aux Maldives, les cheveux coupés courts. Elle portait une robe simple qui contrastait avec l'élégance ostentatoire d'avant. « Isabelle !» Claire s'approcha, surprise et touchée. « Vous êtes venue. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Isabelle sourit, et pour la première fois, ce sourire semblait authentique. «
J'avais besoin de voir que quelque chose de beau naissait de toute cette histoire. Comment allez-vous? Mieux, beaucoup mieux. 6 mois à voyager, à réfléchir, à apprendre qui je suis vraiment, ça m'a fait du bien. Elles s'étreignirent spontanément. 2 femmes qui avaient survécu au même mensonge et trouvé chacune sa voie pour se reconstruire. « J'ai quelque chose pour vous », dit Isabelle en sortant une enveloppe de son sac. « L'acte de propriété du terrain adjacent. Papa l'a acheté pour vous, pour que vous puissiez agrandir quand vous voudrez. » Claire ouvrit l'enveloppe, incrédule. « Isabelle, c'est trop. Je ne peux pas accepter. »« Si, vous pouvez, et vous devez. » Isabelle posa sa main sur celle de Claire. « Nous avons été victimes du même homme. Mais vous avez eu le courage de l'affronter. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Le service de midi fut un triomphe. Les plats que Claire avait préparés, son tagine d'agneau aux abricots, sa tarte fine aux tomates anciennes, son fondant au chocolat à la fleur de sel, furent salués par des applaudissements spontanés. Les clients repartaient avec le sourire, promettant de revenir et de faire connaître l'adresse. En fin d'après-midi, alors que les derniers clients terminèrent leur café, Marc aida Claire à débarrasser les tables. Élise, fatiguée par l'émotion de la journée, faisait ses devoirs dans un coin, surveillée par Sylvie qui était venue prêter main forte. « Alors ?» demanda Marc. « Heureuse. » Claire regarda autour d'elle, son restaurant, son rêve devenu réalité, sa fille épanouie qui grandissait en sécurité, cet homme honnête et bon qui l'aimait sans calcul ni mensonge. Heureuse ne suffit pas à décrire ce que je ressens. Et vous n'avez pas fini d'être heureuse ? Dit Marc en sortant une petite boîte de sa veste. Claire écarquilla les yeux. Marc, qu'est-ce que vous faites ? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des mois déjà. Il s'agenouilla devant elle, sous le regard complice d'Élise qui avait abandonné ses cahiers. Claire Morel, femme courageuse, mère formidable, chef extraordinaire. Accepteriez-vous de m'épouser ? La bague était simple, élégante, sans ostentation, exactement comme Marc, exactement comme l'amour qu'il lui offrait. Marc, Claire sentit les larmes monter. Vous êtes sûr, avec tout mon passé, avec Élise, avec tout votre passé, avec Élise que j'adore, avec votre force et votre beauté. Oui, j'en suis sûre, plus sûre que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Dis oui, maman, cria Élise en sautillant. Dis oui, j'aimerais tellement que Marc soit mon nouveau papa. Claire regarda sa fille, puis cet homme qui l'avait aidé à se reconstruire, qui l'avait aimé avec ses blessures et ses doutes. Oui, dit-elle simplement. Oui, je veux bien vous épouser. Marc glissa la bague à son doigt et se releva pour l'embrasser tendrement. Autour d'eux, Sylvie applaudissait. Élise poussait des cris de joie, et même Henri et Isabelle, qui avaient assisté à la scène depuis leur table, souriaient avec émotion. Le soir venu, après le départ des derniers clients, Claire se retrouva seule dans son restaurant. Elle éteignit les lumières une à une, savourant ce moment de calme après le tourbillon de la journée. Sur le comptoir, elle avait posé la photo qu'Élise avait prise dans l'après-midi, Marc, Claire et elle, souriant devant le panneau « Cœur renouvelé », une nouvelle famille, née de la vérité et de l'amour authentique. Elle pensa à Antoine, brièvement, sans amertume. Il avait fait ses choix, elle avait fait les siens. Il avait choisi la fuite et le mensonge. Elle avait choisi l'affrontement et la vérité. Il était mort de ses lâchetés. Elle renaissait de son courage. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message d'Isabelle. « Merci pour cette belle journée. Votre bonheur me donne espoir. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai droit à un nouveau départ. Bonne chance pour cette nouvelle vie. Vous la méritez. » Claire sourit et rangea son téléphone. Demain, elle rouvrirait son restaurant. Elle continuerait à cuisiner avec amour, à élever sa fille dans la vérité, à construire une vie avec un homme qui ne lui mentirait jamais. Le passé était définitivement enterré. L'avenir, lumineux, pouvait enfin commencer. À l'étage, Élise dormait paisiblement dans son lit, serrant contre elle le doudou éléphant qui l'accompagnait depuis toujours. Dans ses rêves, elle ne cherchait plus son père disparu. Elle rêvait de sa nouvelle famille, de sa maman heureuse, et de Marc qui lui avait promis de l'emmener à Disneyland pour fêter leur futur mariage. La vérité avait triomphé du mensonge. L'amour avait vaincu la trahison. Et Claire Morel, enfin libre, pouvait regarder l'avenir avec sérénité.